Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence, merci d'être venus si nombreux parler pédagogie ce soir. Je suis particulièrement honoré pour ma part d'être l'invité des chapiteaux du livre, ici à Béziers, honoré d'être également l'invité de la Maïf qui retransmet cette conférence par Internet, honoré d'être dans un programme particulièrement prestigieux qui incarne à mes yeux dans sa diversité, avec tous les intervenants, mais aussi toutes les activités, tous les ateliers que j'ai pu voir tout à l'heure, précisément une belle opération de pédagogie au plus beau sens du terme. Alors je voudrais, en introduction, puisque le thème de cette conférence c'est de l'enfant consommateur à l'enfant citoyen, quelle éducation, rappeler que même si dans le langage courant, le mot éducation renvoie le plus souvent à la question scolaire, en réalité, le mot éducation est beaucoup plus large, bien évidemment. Un fameux célèbre proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et pas seulement une école. Et effectivement, il faut tout un village, même s'il faut fondamentalement une école. Il faut tout un village parce qu'il faut des parents qui assument la fonction de filiation, parce qu'il faut, autour de la famille nucléaire, tout un réseau, le réseau des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, et chacun sait la place que les oncles et les tantes peuvent tenir dans l'éducation de l'enfant. Lacan avait cette belle formule pour parler de l'oncle. Il disait que pour l'enfant, c'était le père sans le pire. Je trouve que c'est pas totalement inintéressant. L'oncle est celui à qui l'on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire à ses parents, celui avec qui on peut parler de choses dont on ne peut pas parler nécessairement avec ses enseignants. Il a donc évidemment un rôle éducatif tout à fait essentiel. Il y a aussi autour de la famille nucléaire et de la famille élargie, et en particulier dans nos sociétés, tout le tissu associatif, culturel, sportif, social, qui joue un rôle évidemment tout à fait déterminant dans l'éducation des enfants. Les mouvements d'éducation populaire à cet égard, en particulier depuis que Jean Zay, qui fut notre plus grand ministre de l'Éducation nationale, leur a donné cette impulsion décisive, ces mouvements d'éducation populaire apportent à beaucoup d'enfants ces tiers-lieux, ces lieux dans lesquels ils peuvent à la fois choisir, coopérer, se développer et apprendre dans la liberté. Il y a aussi d'autres éducateurs, parfois moins identifiés, moins visibles, parfois qui se cachent derrière des objets et souvent derrière des écrans. Il y a des éducateurs derrière l'écran, pas nécessairement de bons éducateurs. En tout cas, il y a des gens qui conçoivent ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle des industries de programmes qui, on le sait, ont aujourd'hui un impact considérable sur nos enfants. Les enfants, à partir de 6 ans, les adolescents passent aujourd'hui plus de temps devant les écrans que devant leurs enseignants. C'est considérable. À partir de 12 ans, plus de temps devant des écrans d'ordinateur ou de jeux électroniques que devant des écrans de télévision. Et ce qui se passe entre l'écran d'ordinateur et l'enfant nous échappe très largement. Jadis, quand il n'y avait que 2 ou 3 chaînes de télévision et qu'on la regardait ensemble avec ses enfants, la même culture, en quelque sorte, était partagée et on pouvait en parler avec eux. Aujourd'hui, depuis qu'une grande partie des enfants ne regardent plus M6, puisque M6 ayant découvert que ça ne parlait pas aux jeunes, ils ont fondé W9. Depuis qu'une grande partie de ces enfants regardent W9 ou Gulli avec un plateau repas dans sa chambre ou dans leur chambre, nous ne sommes plus tout à fait sûrs que nous ayons avec eux la moindre culture commune. Alors oui, il faut interroger l'ensemble de ceux et de celles qui concourent à l'éducation des enfants pour se demander quelle éducation aujourd'hui, quelle éducation pour un enfant citoyen, pour un enfant à la hauteur des défis du monde de ce temps, à la hauteur des défis d'une
démocratie qui se cherche et d'une crise qui, elle, s'est trouvée. Je vous propose de répartir mes remarques en 3 temps. Un premier temps que j'ai intitulé « La nouvelle donne ». Un second temps qui sera, lui, Michel, plus spécifiquement pédagogique, puisque je m'interrogerai sur ce que pourraient être les principes et les méthodes que nous pourrions mettre en œuvre pour une véritable éducation du citoyen. Et puis un troisième temps autour de quelques chantiers prioritaires que je vous proposerai de partager et qui pourront, après leur énoncé, servir de point de départ à l'échange que nous aurons ensemble. Première série de remarques, si vous voulez bien, la nouvelle donne. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est difficile d'élever ses enfants. Et chacun sait que depuis toujours, on les a quelque temps dans les bras et très vite sur les bras. Qu'on ne sait pas toujours exactement qu'en faire et que ces petites choses-là nous échappent facilement et ne deviennent pas toujours ce qu'on voudrait qu'elles soient. Néanmoins, il me semble que la modernité, la deuxième partie du XXe siècle et ce début du XXIe siècle représentent un moment particulièrement important avec un certain nombre de basculements dont certains sont très visibles, très identifiés et dont d'autres, me semble-t-il, méritent d'être précisés. Alors bien sûr, nous le savons, nous vivons dans une société qui a abandonné les grands récits unificateurs. Le christianisme, le marxisme, sous leur forme traditionnelle, ne disent plus aujourd'hui quel est le sens de l'histoire. Et sur l'histoire, nous savons que nous tâtonnons, voire que nous bégayons ensemble. Et puis, nous sommes dans une société dont les finalités ne sont plus données en quelque sorte de manière verticale, théocratique. Dans les théocraties, il est relativement facile d'élever un enfant, puisqu'il y a une orthodoxie et que la seule chose que l'on a à faire, c'est d'inculquer cette orthodoxie avec un catéchisme. Ça peut être un catéchisme laïque ou un catéchisme religieux, mais il n'y a qu'une vérité, celle que l'on doit imposer. Et les parents qui refusent de l'imposer à leurs enfants sont immédiatement considérés comme des dissidents. D'ailleurs, la plupart du temps, dans ces sociétés théocratiques qui sont souvent totalitaires, quand vous n'élevez pas bien vos enfants et que vous ne leur transmettez pas le bon message, on vous prend vos enfants pour les éduquer à votre place et vous, on vous place dans ce qu'on appelle des camps de rééducation. Fort heureusement, nous ne sommes plus dans ce type de société. Nous sommes dans une société qui se construit dans un projet démocratique et qui en même temps subit le contre-coup de l'émergence de ce que les philosophes comme Marcel Gauchet appellent l'individualisme social. Non, il n'y a plus de vérité universelle et partagée pour toutes et par tous. Il y a des sujets qui cherchent chacun avec la stratégie qui leur apparaît la meilleure, comment tirer leur épingle du jeu. Et la notion de bien commun n'a plus cette évidence qui l'avait caractérisé pendant des siècles, dès lors qu'il existait des clercs qui, eux, connaissaient le bien commun et pouvaient, bien évidemment, nous l'imposer et en décider à notre place. Un collègue philosophe, Guy Coq, dit que la démocratie est un régime formidable, mais qu'elle rend l'éducation non seulement difficile, mais presque impossible. Presque impossible, dit-il, parce que dès lors que nous ne sommes pas d'accord ensemble ici sur ce qu'est la vie, sur ce que doit être le futur, sur les valeurs qui pourraient nous réunir, eh bien, quelle éducation commune pouvons-nous donner à nos enfants ? C'est une des questions que la modernité nous pose. C'est, me semble-t-il, une des questions essentielles à laquelle nous devons réfléchir.
Mais à côté de ce panorama extrêmement général, il y a aussi un certain nombre de phénomènes moins identifiés ou moins facilement identifiés, alors qu'ils sont, comme la lettre volée d'Edgar Poe, d'une visibilité absolue, là, sous nos yeux, et qu'on ne les voit pas toujours. Le démographe Paul Yonnet, décédé l'an dernier, dit que la plus grande mutation anthropologique de tous les temps depuis l'origine de l'humanité, c'est la contraception. C'est-à-dire le fait que maintenant, dans nos sociétés occidentales, la quasi-totalité des enfants, ce sont des enfants désirés, voulus par leurs parents. Ce sont donc des enfants qui viennent combler un désir que l'on a d'eux, qui est le désir de leurs parents. Et bien sûr, que les enfants soient désirés, qu'ils viennent combler notre désir, n'est pas en soi chose grave. Mais ce qui peut le devenir, c'est que nos enfants comblent notre désir en devenant des objets simplement dévolus à notre propre satisfaction. Effectivement, nous pourrions ainsi réactiver le mythe de Pinocchio ou celui de Frankenstein, ces mythes de la fabrication de l'homme par l'homme, ces mythes complètement fous qui laissent entendre que l'on pourrait peut-être non seulement désirer nos enfants, mais aussi fabriquer nos enfants. Fabriquer, ça n'est pas faire naître, c'est bien plus que cela. Fabriquer, c'est les prendre pour des objets et décider de ce qu'ils doivent être. Or, une des caractéristiques de la modernité, c'est sans doute cette tentation-là, celle de la toute-puissance sur l'enfance, corrélée paradoxalement au fait que l'on érige aussi l'enfant à un être tout-puissant. Car en effet, dès lors que l'enfant est l'enfant du désir, dès lors que nous avons voulu qu'il soit là, nous voulons bien évidemment qu'il nous aime, qu'il comble ce désir. Et nous sommes nombreux à vouloir qu'il nous aime. Alors souvenez-vous, c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ou il y a un mois, c'était l'anniversaire de la petite Sarah ou du petit Adrien. Il y avait là son père, sa mère, ses grands-parents, paternels, maternels, ses oncles, ses tantes, quelques amis, quelques voisins. Chacun était là pour l'anniversaire de l'enfant, chacun avec son appareil photo, chacun avec son cadeau. Et l'enfant est là au milieu, et l'enfant a compris. Il a compris qu'il avait le pouvoir. Qu'il a le pouvoir de dire à la grand-mère « ton cadeau est plus beau que celui de maman ». Qu'il a le pouvoir d'aller voir l'oncle et de lui faire un baiser alors qu'il ignore le frère, et que nous allons en souffrir, parce que nous lui avons donné ce pouvoir, parce que nous lui avons donné un pouvoir extraordinaire qui est de nous faire plaisir, parce que nous nous sommes subordonnés en quelque sorte au fait que nous étions l'adulte qu'il allait choisir et dont il allait décider qu'il était le bon parent ou le bon grand-parent. Finalement, la tentation de la modernité, c'est de laisser nos enfants désigner les bons éducateurs au lieu d'assumer cette fonction d'éducateur. C'est paradoxalement de se vouloir tout-puissant et de laisser à nos enfants cette toute-puissance-là. Alors, nous ne sommes pas, bien sûr, condamnés à ce processus et à cette mécanique. Nous ne sommes pas condamnés à subir la tyrannie d'un enfant qui ferait en quelque sorte en permanence chanter les adultes pour obtenir de lui des satisfactions de plus en plus nombreuses et obtenir de lui qu'on lui passe tous ses caprices de jour en jour. Nous ne sommes pas condamnés à cela. Mais ne pas être condamné à cela, c'est assumer délibérément, clairement, lucidement, farouchement, que nos enfants ne sont pas nos jouets,
que nous n'avons pas fondamentalement besoin qu'ils nous rendent ce que nous leur donnons en estime et même en amour, qu'ils sont des sujets que nous devons contribuer à éduquer, à faire advenir au monde pour qu'ils deviennent des individus libres de leurs faits et gestes, libres de penser par eux-mêmes, libres de s'émanciper. Alors oui, il y a une nouvelle donne aujourd'hui, mais cette nouvelle donne n'est pas simplement liée à ce phénomène à la fois démographique et anthropologique que je viens d'évoquer. Elle est liée au fait que ce phénomène est en quelque sorte instrumentalisé d'une manière fantastique par un système commercial qui a fait de l'enfance un cœur de cible. Oui, mesdames et messieurs, nos enfants sont un cœur de cible pour les publicitaires. Oui, 43% des produits que les parents achètent en supermarché sont prescrits par leurs propres enfants. Oui, la publicité s'adresse prioritairement aux enfants, y compris et surtout dans ces émissions de télévision du matin que vous ne regardez pas ou peu, mais que 40 à 45% des enfants d'école primaire regardent. Émissions de télévision qui sont entrecoupées de spots publicitaires sans même que les génériques viennent marquer la césure entre le dessin animé et la publicité. Et là, dans cet état du matin, qui est un état d'attention flottante, les enfants reçoivent une multitude de messages subliminaux. Demande, exige, fais acheter. Et si on n'achète pas ce que tu demandes d'acheter, c'est qu'on ne t'aime pas. Il y a, me semble-t-il, aujourd'hui, l'émergence de ce que Bernard Stiegler appelle le troisième âge du capitalisme, le capitalisme pulsionnel. Stiegler explique que le premier âge du capitalisme, ce fut le capitalisme industriel, Zola. Que le deuxième âge du capitalisme, c'est le capitalisme financier, Goldman Sachs, celui qui bouge encore, pour combien de temps on ne sait pas, mais qui fait pas mal de dégâts. Et puis il y a déjà le troisième âge du capitalisme qui est en place, directement dans le prolongement du second, qu'il appelle le capitalisme pulsionnel. C'est celui qui met au cœur de nos vies en permanence le mot d'ordre « consomme ». Achète, parce que c'est là que se joue ton existence et que c'est en achetant que tu trouveras ta dignité. Il y a ce capitalisme pulsionnel qui nous renvoie en permanence à cette pulsion d'achat que l'enfant intériorise très vite et qui lui fait développer très tôt des comportements parfois à caractère compulsif. Alors oui, nos enfants sont enrôlés par la société marchande. Oui, ils sont enrôlés par un système dans lequel on demande essentiellement qu'ils fassent marcher le commerce. Oui, ils sont enrôlés parce qu'on fait appel au quotidien et plusieurs fois par jour à leur pulsion. Et la pulsion, mesdames et messieurs, ce n'est pas le désir. Ce qui caractérise une pulsion, c'est que quand elle est en quelque sorte assouvie, on revient à l'électroencéphalogramme plat. Alors que le désir a cette capacité fabuleuse que quand il est réalisé, comme le disait le poète René Char, il demeure désir. Le désir de savoir nous aide à apprendre, mais ce n'est pas parce qu'on a appris qu'on n'a plus de désir de savoir. Plus on apprend, plus on a désir de savoir. De la même manière, le désir de l'être aimé n'abolit pas le désir de sa présence, mais au contraire, si c'est vraiment l'être aimé, il active le désir de cette présence. Le vrai désir demeure désir, alors que la pulsion meurt quand on lui a donné satisfaction. La pulsion renvoie à notre cerveau reptilien, elle renvoie à l'animal qui est en nous. Le désir renvoie à ce que nous construisons, ce qui nous construit aussi.
Le désir renvoie à la capacité que nous avons d'anticiper le futur, de nous donner un avenir possible, d'imaginer cet avenir et de le construire. Alors aujourd'hui, bien sûr, le grand danger, c'est que nos enfants vivent dans la réalisation permanente de la pulsion et n'aient plus le temps dans ce monde-là de construire des désirs. La pulsion, c'est tout de suite, immédiatement. Tout de suite, immédiatement. La pulsion, c'est ce qui n'aide pas à penser, mais qui abolit la pensée, qui vous empêche même de penser, parce qu'il faut courir après la satisfaction immédiate et non pas réfléchir aux enjeux de ce que l'on va faire, de ce que l'on va dire, de ce que l'on va construire. Alors, dans ce contexte-là, la question du sujet, comme l'évoquait tout à l'heure Michel Tozzi en introduction, devient absolument décisive. L'éducation a toujours eu et a encore plus aujourd'hui comme objectif d'aider à l'émergence d'un sujet que nous ne fabriquons pas, mais que nous contribuons à faire émerger. Qu'est-ce qu'un sujet ? Je ne veux pas me lancer avec vous dans une dissertation difficile sur cette question, mais disons que c'est un être humain qui assume sa part de contingence. Et ce n'est pas facile, mesdames et messieurs, d'assumer sa part de contingence aujourd'hui. Nous sommes nés ici et pas ailleurs, avec des yeux bleus et des cheveux bruns. Nous avons ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle un idem, qui est sur notre carte d'identité et sur lequel nous n'avons pas de pouvoir. Cette contingence-là, dans un monde où on nous dit que nous avons pouvoir sur tout, est de plus en plus difficile à assumer. C'est bien la raison pour laquelle nous voulons en permanence la récuser. Mais le sujet ne peut pas récuser sa part de contingence au risque de se récuser lui-même comme sujet, au risque d'abolir le substrat même à partir duquel il peut se développer, au risque du suicide et de l'autodestruction. Qui veut abolir totalement sa propre contingence ne peut que s'abolir, tout simplement. Alors un sujet doit assumer sa part de contingence, mais simultanément, et c'est ça qui est compliqué, un sujet doit aussi assumer son imprescriptible liberté. Ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle non pas notre idem, la même chose, ce que nous ne pouvons pas changer, mais notre ipse. Ce en quoi nous pouvons être différents. Oser notre différence, oser être nous-mêmes. Nous-mêmes qui ne préexistent pas, nous-mêmes que nous projetons dans un futur, nous-mêmes que nous construisons. Alors pour cela, pour articuler son idem et son ipse, eh bien, il faut passer par quelque chose sur quoi mon collègue Michel Tozzi a beaucoup travaillé, c'est la capacité de penser par soi-même. La capacité d'échapper aux stéréotypes, la capacité de desserrer l'étau de la pulsion pour prendre le temps de la réflexion. Desserrer l'étau de la pulsion pour prendre le temps de la réflexion. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que l'éducation nous impose de travailler avec nos enfants au quotidien, que ce soit dans la famille ou dans l'école, sur des temps de décélération. Décélérons. Desserrons les taux du tout de suite, de l'immédiateté, de la pulsion qui veut sa réalisation immédiate pour laisser passer, pour laisser s'immiscer doucement, difficilement, un peu de temps pour penser, pour réfléchir, pour anticiper aux conséquences de ce qu'on fait pour soi, pour les autres, pour la société, pour la planète. Et c'est ainsi qu'un sujet peut se construire, peut s'individuer, je ne dis pas s'individualiser, mais s'individuer, c'est-à-dire devenir
quelqu'un qui, dans sa différence, sera infiniment précieux parce qu'il sera le seul et il sera seul à être ce qu'il est, tout en étant dans un collectif où il assumera sa place solidairement avec les autres. Alors oui, il y a là des finalités, me semble-t-il, essentielles de l'éducation aujourd'hui. Aider nos enfants à s'individuer comme sujets pensants, à résister à la toute-puissance de la pulsion, à résister à la frénésie consommatoire pour surseoir, pour symboliser, pour être capable de coopérer avec autrui et de construire avec lui du bien commun. Deuxième série de réflexions, après ce panorama un peu général, et on va rentrer effectivement dans la question de la pédagogie. Qu'est-ce que pourraient être à la fois les principes et les méthodes d'une véritable éducation à la citoyenneté? Je viens de prononcer 3 termes: surseoir, symboliser, coopérer. Surseoir d'abord. Surseoir, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu peux demander quelque chose. Je ne suis pas celui qui va le refuser systématiquement. Je ne suis pas non plus celui qui va te l'octroyer systématiquement pour avoir la paix. Je suis celui, parce que je suis un adulte, qui va te dire « on prend le temps d'y penser, on prend le temps d'y réfléchir, on en reparle ». Et éventuellement, pour en reparler, on se donne un moment que l'on construit, où on sera un peu plus calme, un peu plus tranquille, et où on pourra en parler sereinement. Un pédagogue que j'aime beaucoup, Janusz Korczak, et sur lequel j'ai écrit l'an dernier un ouvrage pour enfants, parce que je pensais que c'était un devoir à l'égard de Korczak de transmettre sa pédagogie aux enfants, un pédagogue qui est mort dans les chambres à glace de Treblinka en 1942, nous a donné sur ce point des leçons absolument merveilleuses. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Korczak est à Varsovie, il recueille les orphelins, il recueille les enfants des rues, il recueille la racaille. Et il tente de leur construire à tous ces enfants le plus bel orphelinat qui soit. Alors il va même traverser toute l'Europe. Il va même faire des plans lui-même, faire venir des architectes fabuleux et fantastiques. Il va inaugurer cet orphelinat et le soir même ou le lendemain, ils auront tout saccagé. Alors on peut dire, on aurait pu dire, à quoi bon? À quoi bon tout cet effort pour des gamins qui saccagent tout? C'est pas ce que va dire Korczak. Korczak va dire, les gamins sont comme ça. On ne va pas se résigner à ce qu'ils soient comme ça, on va faire en sorte qu'ils deviennent autrement, qu'ils réfléchissent avant d'agir. Alors il est affronté à un problème, Korczak, très compliqué. C'est celui des bagarres. Les gamins se bagarrent tout le temps. Alors il invente un système tout à fait curieux, qui est un système de points, un peu dans le genre de ce que nous avons inventé depuis avec le permis de conduire. Il donne 10 points bagarre par semaine à chaque enfant. Une grande bagarre, on enlève 4 points. Une moyenne bagarre, on enlève 3 points. Et une petite bagarre, on enlève 2 points. Une insulte, on n'enlève qu'1 point. Et il dit, faites attention, hein, vous avez à gérer correctement vos points. Parce que si vous dépensez tous vos points le lundi soir, c'est dehors. Et les gamins, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de survivre, ils ne veulent pas être mis dehors de l'orphelinat. Alors ils calculent. Au début, il y a même un petit trafic de points qui s'organise dans l'orphelinat. Mais Korczak repère le trafic de points, il met un terme et se met à discuter. Fais attention, enfin, gaspille pas tous tes points dès le lundi. C'est vrai qu'il t'a énervé, mais bon, peut-être que tu peux y réfléchir un peu, puis garde tes points, puis... Tu imagines, si tu gardes tous tes points pour samedi, tu pourras te payer 2 grosses bagarres. Et alors Korczak dit ceci, entre naïveté et philosophie grandiose,
le système des points, ça ne marche pas tout le temps. Les gamins continuent à se battre. Mais il y en a quelques-uns qui se mettent à réfléchir avant de se taper dessus. Ça paraît pas grand-chose, ça, hein? Réfléchir avant de se taper dessus. C'est pourtant tout à fait fondamental. C'est pourtant le point de départ de la civilisation. C'est pourtant ce qui peut commencer à faire reculer, chez les enfants, mais partout, la barbarie. Comme ça ne marche pas très bien, le système des points, il invente en permanence de nouveaux systèmes pour empêcher les bagarres. Et un des systèmes les plus célèbres de Kortchak, c'est celui de la boîte aux lettres. Il découvre un jour que les gamins se battent tout le temps, mais qu'ils sont dans cette impulsivité, qu'on pourrait peut-être tenter quelque chose. Alors, après avoir essayé de leur interdire de se battre, après avoir essayé de les punir par qui se battaient, il finit par leur dire, écoutez, maintenant ça suffit, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez taper sur n'importe qui, n'importe quand. Mais à une condition, c'est de le prévenir par écrit 24 heures à l'avance. Et il fait installer dans l'orphelinat une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres. C'est extraordinaire, la boîte aux lettres. Extraordinaire parce que Kortchak explique qu'est-ce qui va se passer avec la boîte aux lettres. Bien sûr, il y a des enfants qui ne sont pas contents parce qu'ils ne savent pas écrire ou ils ne savent pas lire. Kortchak dit qu'à cela ne tienne. Vous n'avez qu'à dicter à ceux qui savent écrire ou vous faire lire par ceux qui savent lire. Pas d'objection, objection non retenue. Alors les enfants se mettent à réfléchir, puis ils sont bien obligés de faire ce que dit Kortchak, donc ils commencent à écrire des lettres du type « ta tête ne me revient pas, je te taperai dessus demain », etc., etc. Et Kortchak, toutes les heures ou toutes les 2 heures, relève le courrier et puis distribue le courrier. Et puis les enfants commencent à se répondre par lettres. Puis les enfants écrivent aussi à Kortchak pour lui dire « lui, sa tête ne me revient pas, j'ai envie de le frapper ». Et Kortchak, le soir, répond à chacun des enfants et commence ainsi à se mettre en place dans l'orphelinat une correspondance qui, à la fois, dit Kortchak, diminue considérablement les bagarres et améliore la maîtrise de la langue. Ça peut paraître anecdotique et sans doute trouverez-vous cette méthode bien naïve. Elle n'est pas si naïve que ça. Les praticiens de ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle, sont des héritiers de la pédagogie freinée, proposent ce qu'ils appellent la pratique du conseil. Le conseil, c'est un moment ritualisé dans la classe. Un moment où l'on peut dire des choses. Mais le corollaire, c'est qu'on ne peut pas dire ces choses-là en dehors du conseil. C'est-à-dire que pendant la classe, si on n'est pas content d'un exercice, si on a envie de taper sur un voisin, eh bien, on ne le fait pas. Et si on commence à le faire, le maître dit non, c'est pas le moment. Tu en parleras au conseil. En attendant, éventuellement, tu l'écris sur le cahier de la classe ou tu mets dans la boîte aux lettres de la classe un petit mot pour expliquer que tu veux qu'on parle de cela au conseil. Mais c'est au conseil qu'on en parlera, pas maintenant, pas tout de suite. On va y réfléchir et on va se donner pour en parler un rituel. Un rituel. Un rituel de prise de parole, un rituel qui permet de s'écouter, un rituel qui permet à chacun d'entrer dans une discussion collective. Alors oui, le sursis, vous voyez, est absolument essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de construire en permanence ces espaces de sursis, qui sont les espaces de la pensée, en réalité. Ne pas faire tout de suite. Réfléchir, parfois écrire. J'ai eu pendant plusieurs années la chance d'animer une université populaire d'ATD Quart Monde pour des parents en très grande difficulté sociale. Et ce que je leur proposais essentiellement comme exercice, c'était d'écrire à leurs enfants. Pourquoi ? Parce que ces parents ne cessaient de me dire qu'ils ne pouvaient pas leur parler.
Ils me disaient, mais j'essaye de leur parler et ça ne marche pas, ils ne m'écoutent pas. Alors j'ai dit, écrivez-leur, on ne sait pas écrire, on va l'écrire ensemble. Je vais vous aider, on va écrire. Puis vous mettrez la lettre sur le lit ou sur le bureau. Et puis il la lira, il la relira. Peut-être qu'il ne répondra pas parce que les enfants ne répondent pas. Parce que même si ça les touche, ils ne vont pas vous dire, ta lettre, ça m'a fait un super plaisir, ça m'a touché, je suis vraiment content. Aucun ado ne vous dit ça. Hein, si vous rencontrez des ados qui vous disent vraiment, tu es un parent exceptionnel, la manière dont tu agis avec moi est absolument superbe et ta fermeté alliée à ta confiance me permettent de me développer dans les meilleures conditions, il faut se méfier, il est malade. Hein? L'ado normal, il vous dit « j'en ai rien à foutre ». Mais ce n'est pas parce qu'il vous dit « j'en ai rien à foutre » qu'il en a rien à foutre. Et c'est surtout pas parce qu'il vous dit « j'en ai rien à foutre » qu'il ne faut plus lui parler. Et c'est surtout pas parce qu'il ne veut pas vous écouter qu'il ne faut pas lui écrire. C'est justement là qu'il faut lui écrire. Et je vous jure qu'il la gardera, la lettre. Qu'il la gardera et que peut-être même, il la gardera infiniment plus longtemps et infiniment plus longtemps que toutes les paroles que vous aurez pu lui dire, peut-être plus longtemps que vous ne pourrez lui survivre. Alors oui, je crois que nous avons inventé ces espaces de communication qui permettent à la pensée là, de s'immiscer dans l'immédiateté, dans le tout de suite, dans le pulsionnel. Il faut surseoir, et je dis, et c'était le premier verbe, il faut aussi, et c'est le deuxième principe, apprendre à symboliser. Le symbole, c'est ce qui permet de rendre présent ce qui est absent dans un premier temps. La première symbolique, l'enfant la construit quand la balle roule sous le canapé et qu'il ne la voit plus et qu'un jour il découvre, il comprend, c'est ce que Piaget appelle le stade de la permanence de l'objet, que ce n'est pas parce qu'il ne voit plus la balle qu'elle n'existe plus. Elle continue à exister même quand on ne la voit plus. Vous me direz qu'à cet égard, il y a un certain nombre d'adultes qui n'ont pas construit le stade de la permanence de l'objet. Parce que quand ils ne vous voient plus, ils ne pensent plus que vous existez. Mais pour l'enfant, c'est un progrès considérable. Considérable de comprendre que la balle continue à exister quand il ne la voit pas. Et qu'il peut la nommer, qu'il peut y penser, qu'il peut même faire des choses dans sa tête avec cette balle, qu'il peut la faire sauter, qu'il peut la faire rouler, et que dans sa tête, on peut manipuler une balle. C'est cela, la construction du symbolique, et c'est cela, la naissance de la pensée. Après, le symbolique va s'inscrire dans un langage élaboré, bien évidemment. Et puis, progressivement, le symbolique va s'inscrire dans une culture que l'on s'approprie, dans laquelle, progressivement, on s'inscrit et qui permet de s'exprimer. Cette culture, elle va exister sous les yeux de l'enfant à travers les contes et légendes, bien sûr, à travers les histoires que nous allons lui raconter. Il faut raconter des histoires aux enfants sans cesse et toujours, parce que dans les histoires, ils entendent parler d'eux sans que pour autant on les viole dans leur intimité. Vous savez, tous les enfants ont peur que leurs parents les abandonnent. Alors quand on est institutrice ou instituteur d'école maternelle, on peut toujours dire à la petite Marie, ma petite Marie, t'as pas peur que ta maman vienne pas te chercher à 4h30 ? Mais c'est un peu sadique. Ou alors on peut raconter le petit poucet. C'est mieux. Parce que dans le petit poucet, vous parlez à l'enfant de ce qui le travaille, qui l'inquiète, c'est-à-dire de sa peur d'être abandonné. Mais vous lui en parlez de telle manière qu'il se reconnaît dans cette histoire, qu'il est relié à travers cette histoire à toute une série d'autres enfants et à toute une culture, et que ce qu'il vit à titre personnel devient saisissable dans un discours symbolique collectif qui va peut-être
peut-être parfois lui permettre de mettre sa peur à distance. Alors oui, il faut faire entrer les enfants dans cette culture-là, parce que la culture, je la définis volontiers ainsi, c'est ce qui relie ce que chacun a de plus intime avec ce qu'il y a de plus universel. Qu'est-ce que nous avons de plus intime si ce n'est nos peurs, nos angoisses, nos désirs? Qu'est-ce qu'il y a de plus universel si ce n'est le Mahabharata dont parlait Carrière cet après-midi? Et qu'est-ce que transmettre une culture si ce n'est offrir cette reliance, comme dit Edgar Morin, entre ce que je ressens et ce qui a été porté à un degré de perfection dans la forme qui fait que je m'y retrouve et que d'une certaine manière, la catharsis va pouvoir jouer là à fond. C'est cela, transmettre, et c'est cela, inscrire nos enfants dans le symbolique. Nos enfants ont besoin de ce symbolique parce que le symbolique ne fait pas mal. Parce que le symbolique développe l'imaginaire. Parce que le symbolique leur permet de vagabonder par la pensée. Le contraire du symbolique, si j'avais à le définir, si j'avais à trouver un nom pour le désigner, je dirais c'est l'obscène. L'obscène, c'est quand on dit tout, qu'on montre tout. Et quand on montre tout et qu'on dit tout, il n'y a plus rien à penser. L'obscène, c'est quand il n'y a plus ce travail sur ce qui fait sens, ce qui réunit, quand il n'y a que la vision narcissique de soi-même à travers la multitude des écrans de la télé-réalité. Oui, il faut permettre à nos enfants d'entrer dans le symbolique plutôt que de patauger dans l'obscénité. Oh, ils peuvent patauger dans l'obscénité, il leur suffit d'ouvrir YouTube, Dailymotion ou de regarder les émissions de télé-réalité. Là, rien n'est caché. Tout est montré. C'est pas comme dans le no japonais, où il faut lever le petit doigt d'1 millimètre pour dire qu'il y a un orage et que la foudre vient de tomber et que la maison a explosé. Dans le symbolique, il y a une économie de moyens pour une force psychique des effets, alors que dans l'obscène, il y a une débauche de moyens pour une platitude des effets et aucune mobilisation psychique, si ce n'est l'avachissement dans le voyeurisme. Alors oui, je crois que contre l'avachissement dans le voyeurisme, il faut développer la pensée symbolique, il faut la développer à travers la littérature, il faut la développer à travers la science aussi, parce que la science, c'est précisément la construction de modèles symboliques qui nous permettent de penser l'univers, de nous penser dans l'univers. Et les enfants sont éperdument amoureux de science, regardez-les tous lire des mangas de science-fiction, regardez-les tous se précipiter, voir des films de science-fiction, et regardez-les tous tirer la gueule devant la loi de Joule. Il y a quand même un problème. Comment peut-on faire en sorte que des gamins qui sont aussi fascinés par la science tirent la gueule devant la loi de Joule? Parce que c'est passionnant, la loi de Joule. Parce que, mesdames et messieurs, si nous avions le temps, nous pourrions vous interroger chacun séparément sur le souvenir que vous avez de la loi de Joule. Et que chacun et chacune d'entre vous pourrait expliquer pourquoi la loi de Joule peut non seulement vous aider, si vous la comprenez bien, à réduire votre facture d'électricité, mais aussi vous permettre de comprendre les grands problèmes énergétiques mondiaux et bien plus que ça encore. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vous a appris la loi de Joule. La science que l'on vous a préparée, que l'on vous a mâchée, que l'on vous a fossilisée, ce n'est pas une science vivante qui vous fait tressaillir et qui renvoie aux problèmes que vous vous posez. C'est une science qui s'est étiolée, qui est devenue un ensemble d'exercices sur un parcours du combattant pour vérifier que vous pouvez passer en classe supérieure.
Alors oui, il faut redonner à la science son pouvoir symbolique. Il faut lui redonner cette capacité à faire rêver, à faire comprendre surtout. Je suis convaincu, et pas seulement à titre de militant, mais aussi à titre de chercheur, qu'il n'y a pas un enfant qui ne vibrera pas, si on y met un peu d'enthousiasme, devant la théogonie d'Hésiode ou devant Darwin, et qui ne se dira pas qu'il se joue là quelque chose qui le concerne directement, parce que c'est de l'humain dont il est question, de l'humain, c'est-à-dire de lui. Surseoir, symboliser, coopérer. Coopérer, bien sûr, c'est compliqué dans un univers construit autour de l'individualisme et de la concurrence. C'est compliqué dans un univers où on ne passe pas son temps à se comparer à soi-même, mais plutôt à se comparer aux autres. Coopérer, c'est compliqué parce que ça nécessite des institutions, surtout si l'on veut coopérer, non pas pour instrumentaliser les autres, mais pour construire du bien commun. Parce que le bien commun ne préexiste pas. Nul n'a le privilège de le connaître avant les autres. Il naît de la coopération. Il naît de la capacité à le construire ensemble, minutieusement, en prenant les contradictions à bras-le-corps, en regardant qu'il y a des logiques contradictoires qui opèrent dans la réalité et qu'on ne peut pas, comme ça, réconcilier miraculeusement. Coopérer, c'est chercher ce qui réunit plutôt que ce qui sépare, et c'est chercher aussi en quoi nous pouvons nous projeter ensemble dans le futur pour assurer non seulement notre survie, mais le développement de ceux qui vont venir après nous. Alors oui, on peut mettre en place en classe, comme en famille, comme dans tous les dispositifs éducatifs, des structures de véritable coopération. Mais à condition, bien sûr, de ne pas confondre la coopération avec la division prématurée du travail, c'est-à-dire la séparation spontanée entre les concepteurs, les exécutants et les chômeurs. Parce que c'est comme ça que ça se passe en général, mesdames et messieurs. Mettez 5 élèves de 5e ou 5 étudiants d'université sur une tâche, que ce soit la description d'un insecte ou la mise en schéma de la philosophie de Hegel. Dans 9 cas sur 10, il y en a 1 ou 2 qui savent faire et qui font, un qui connaît l'orthographe, qui corrige les fautes, un qui a des images chez lui et qui les apporte, et 2 qui n'ont rien de tout ça et qui font rien parce que s'ils faisaient quelque chose, le résultat serait moins bon et qu'il vaut mieux qu'ils fassent rien et qu'ils soient compensés de leur inaction par l'identification dans le produit. Alors oui, coopérer, c'est pas facile, parce que spontanément, c'est pas de la coopération, c'est de la division du travail qui se produit. Coopérer, ça implique qu'on fasse régulièrement tourner les tâches, que l'on mette systématiquement en place des systèmes de régulation. Il y a un pédagogue que j'admire beaucoup pour avoir fait ça, qui a été un de ceux qui, à mon avis, a fait le plus progresser la pédagogie sur cette question, un pédagogue aujourd'hui très largement oublié, qui s'appelle Anton Makarenko, qui, dans les détachements qu'il avait mis en place avec les gamins abandonnés après la révolution bolchevique, avait systématiquement imposé que dans tous les groupes, il y ait une rotation des tâches à la fois sur les contenus, la cuisine, le bois, etc., et toutes les tâches, mais aussi sur les rôles, c'est-à-dire entre celui qui commande et celui qui exécute, parce qu'il faut, disait-il, quelqu'un qui commande, mais en éducation, il ne faut jamais que ce soit toujours le même qui commande. Alors l'apprentissage de la coopération, c'est un apprentissage qui nécessite une présence de l'adulte forte, et je le dis en assumant le mot complètement, c'est un apprentissage qui, comme celui du sursis et comme celui de la symbolisation, nécessite des contraintes éducatives. On a le pédagogue de coopération.
Ces contraintes, c'est des dispositifs, c'est des rituels, on l'évoquait tout à l'heure. Ce sont parfois des contraintes techniques ou matérielles qui peuvent paraître anecdotiques. Il y a moins de 2 heures dans cette salle, on parlait de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, et on donnait lecture, je crois, de textes de l'Oulipo ou de textes rédigés avec la méthode de l'Oulipo. Parmi les méthodes de l'Oulipo, il y en a une que j'utilise souvent avec mes élèves et avec mes étudiants, qui est le lipogramme. C'est l'interdiction d'utiliser une lettre. C'est une méthode qui a été portée à l'incandescence, et si je puis me permettre, par quelqu'un qui s'appelle Georges Perec, dans un livre qui s'appelle La disparition, qui est un livre de 350 pages, écrit sans la lettre E, la lettre la plus utilisée de la langue française. Prouesse littéraire, mais disait Georges Perec, fabuleux outil d'imagination. Jamais je ne me serais cru capable d'imaginer des choses aussi inventives, expliquait-il, si je ne m'étais pas donné cette contrainte. Il arrive que la contrainte soit féconde, et si le pédagogue refuse l'autoritarisme inutile, celui qui est là simplement pour avoir la paix, comme je le disais tout à l'heure, il est celui qui en permanence cherche les contraintes utiles, c'est-à-dire les contraintes qui permettent l'émergence de la pensée, qui permettent l'émergence de l'intelligence, qui permettent l'accès à la connaissance, qui permettent bien évidemment la construction d'un sujet. Troisième et dernière série de remarques, et j'en aurai terminé, quelques-uns des chantiers qui, me semble-t-il, s'ouvrent à nous pour concrétiser un petit peu ces pistes-là. J'en ai identifié 4 ou 5, mais on pourra tout à l'heure dans la discussion en évoquer beaucoup d'autres. Le premier chantier qui me tient à cœur, c'est celui que j'appelle réinstitutionnaliser les lieux éducatifs. François Dubé a écrit il y a quelques années un ouvrage qui s'intitulait « La crise des institutions », je crois que c'était le titre, mais je n'en suis plus tout à fait sûr, dans lequel il montrait que l'institution scolaire, comme l'institution hospitalière, comme l'institution judiciaire, était en train de s'étioler et que les intérêts individuels prenaient le pas sur la cohérence du collectif. L'école est complètement dans cette logique. Les collèges en particulier, il m'arrive encore de temps en temps d'y aller, m'étonnent toujours. De gigantesques halls de gare, avec moins de panneaux de signalisation, des salles indifférenciées, à l'exception de quelques salles de spécialité dans lesquelles se déversent, à coups de sonneries stridentes, des grappes d'élèves coagulés, qui pour la plupart d'entre eux n'ont jamais vu leur professeur en même temps, qui ne savent pas d'ailleurs s'ils existent en même temps, et donc si l'institution à laquelle ils participent et qui les appelle a une parole commune, quelque chose à leur dire, quelque chose qui ferait sens pour eux. Alors oui, une école où un élève de 6e ne voit jamais ses 10 professeurs en même temps ne peut pas être une institution. Une école où l'emploi du temps est une tranche napolitaine qui juxtapose au gré de la fantaisie du chef d'établissement et de ses adjoints, mais aussi, évidemment, des impératifs de l'institution, 1 heure de musique, 1 heure de mathématiques, 1 heure de français, 1 heure d'histoire, 1 heure d'éducation physique, n'est pas véritablement institutionnalisé. Il me semble que nous avons, puisque nous sommes en période de refondation de l'école, à repenser une institution autour de ses finalités, et non pas simplement parce qu'on reproduit à l'identique d'année en année les mêmes modalités. Vous savez, moi je suis toujours très étonné quand j'entends un ministre, un recteur, un inspecteur d'académie ou un inspecteur d'autre chose, peu importe, dire « la rentrée a été réussie ». Ça veut dire qu'il y a un professeur devant chaque classe, à peu près.
Est-ce que ça veut dire que la rentrée a été réussie? Est-ce qu'il s'agit simplement de gérer des flux? Ou est-ce qu'il s'agit de construire des institutions centrées autour d'un projet qui est le projet de l'apprentissage? Alors je crois qu'effectivement, si l'école est le lieu de la transmission des savoirs et de la culture, si elle est le lieu de l'apprentissage, si elle est le lieu où on peut se réaliser et grandir, alors il faut la repenser autour de cet objectif et peut-être oser revisiter un peu plus radicalement qu'on ne le fait, je le dis en toute liberté, un certain nombre de modalités qui appartiennent peut-être au passé. Pas un passé très lointain d'ailleurs, un passé relativement récent, suffisamment ancien pour que ni vous ni moi ne l'ayons connu, ou n'ayons connu autre chose, pardon. Mais un passé relativement récent. Vous savez, la classe, telle que nous la connaissons, la classe homogène ou à peu près homogène de 32 élèves ou de 28 élèves qui font tous à peu près la même chose en même temps, mais c'est pas très vieux cette affaire-là. C'est Guizot, c'est pas Jules Ferry, hein, c'est un peu avant Jules Ferry, c'est Guizot. C'est 1830, les années 1830, quand la France a choisi ce qu'on appelait à l'époque le modèle simultané au détriment du modèle mutuel. Il y avait dans les années 1830 deux modèles scolaires qui tentaient de s'imposer. Le modèle qu'on appelait mutuel, dans lequel il y avait un maître avec un système de moniteurs qui enseignaient à des petits groupes. C'était des groupes globalement plus importants que nos classes aujourd'hui, mais d'âges différents, où les élèves étaient organisés dans ce qu'on pourrait appeler des ateliers. Système qui avait beaucoup de succès en Angleterre, qui avait été utilisé en France par Charles Démia, par exemple. Et puis, il y avait le modèle dit simultané, celui imposé par Jean-Baptiste de La Salle, celui où un maître enseigne la même chose à des élèves censés être du même niveau et qui doivent faire la même chose en même temps. La querelle a été très dure dans les années 1830-1835 autour de ces deux modèles, la querelle des modèles, on l'appelait. Je vous passe sur le jeu des alliances. Pour faire gros, les conservateurs étaient du côté du modèle simultané, les progressistes du modèle mutuel, les catholiques du modèle simultané, les protestants du modèle mutuel. Mais c'est finalement le modèle simultané qui l'a emporté. Il l'a emporté parce que pour Guizot, qui était à l'époque aux commandes de ce qu'on appelle l'éducation nationale, eh bien, il présentait cette garantie verticale et hiérarchique, et je cite Guizot, qui permettait d'avoir l'inculcation précise de ce que l'on veut faire entendre à chacun et à chacune des petites Françaises et des petits Français. Je crois que Guizot se trompait d'ailleurs, on peut être aussi précis avec le modèle mutuel qu'avec le modèle simultané, mais si je me suis permis de vous rappeler ça, c'est simplement pour vous dire que ce que nous prenons comme des allants de soi, ça va de soi qu'une école, c'est des classes d'élèves qui ont le même âge, qui travaillent à un moment déterminé en fonction de conflits d'intérêts extrêmement précis, qui a probablement constitué un progrès à ce moment-là, mais dont rien ne nous empêche de la réinterroger et de nous demander si elle est encore pertinente historiquement au regard des finalités de notre institution scolaire. Institution réinstitutionnalisée, plutôt que de laisser paresseusement se pérenniser des structures sans les interroger. Deuxième chantier qui me paraît évidemment très essentiel, c'est celui des programmes. Les programmes aujourd'hui, chacun le sait, sont lourds, complexes, et on ne sait pas très bien d'ailleurs comment ils s'articulent avec ce qu'on appelle par ailleurs le socle commun de compétences et de connaissances. Je crois qu'il faudra revoir ces programmes et qu'il faut revoir ces programmes sérieusement. Je me réjouis que le ministre ait annoncé la constitution très prochaine du Conseil supérieur des programmes, où les associations de spécialistes, mais bien, qu'est-ce qui est utile pour comprendre le monde et être un citoyen éclairé aujourd'hui?
quel est l'honnête homme du XXIe siècle? Que lui faut-il connaître pour précisément être un vrai et un bon citoyen? Je fais partie, par exemple, de ceux et celles qui sont sidérés que le droit ne soit pas dans les programmes scolaires. Dans une société religieuse, on peut accepter que le droit ne soit pas dans les programmes scolaires, puisque c'est le catéchisme qui fait tenir les hommes et les femmes ensemble. Et c'est les 10 commandements. Mais dans une société laïque, le droit, ça a quand même une relative importance. Surtout que nous ne sommes pas n'importe quelle société laïque. Nous sommes une société laïque qui professe doctement que nul n'est censé ignorer le droit, mais personne n'a jamais expliqué à des gamins pourquoi c'était un vrai progrès que nul ne se fasse justice soi-même. Pourquoi c'est un vrai progrès que nul ne doit être juge et partie. Cette discipline semble ne pas intéresser, semble-t-il, les concepteurs de programmes. Alors ils lui préfèrent d'autres intitulés, sans doute un peu plus évanescents et plus consensuels. Mais on peut se poser la question, de la même manière qu'on peut se poser la question, pourquoi n'enseigne-t-on pas très clairement la médecine et la santé dès l'école primaire, en discipline de plein exercice? Pourquoi? Moi, je suis partisan qu'on remette tout ça à plat et qu'on se dise il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Si la médecine et le droit sont plus importantes que les mathématiques et la géographie, peut-être qu'il faut chercher une solution intermédiaire. Ou en tout cas, ne pas se contenter du statu quo. Troisième chantier qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est celui de l'évaluation. Non pas que je croie qu'il faille supprimer en termes d'exigence le travail qu'il a fait. Mais aujourd'hui, l'évaluation n'existe quasiment pas. Nous sommes dans une situation de laxisme généralisé. Un élève peut avoir 5 à sa première dissertation de français en seconde, 6 à la deuxième, 4 à la troisième, et puis courir comme ça jusqu'à la fin de l'année avec un chapelet de mauvaises notes, sans que jamais on lui ait dit ta dissertation, là il y a ça, ça, ça et ça qui ne va pas, tu vas me la refaire, tu avais 5, tu auras 10. Parce que une évaluation qui te contente de pointer les échecs au lieu de donner les outils pour progresser n'est pas une évaluation. C'est un outil de classement. C'est un outil de distillation fractionnée de la population scolaire dans cette espèce de grand cracking qui doit produire les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles en laissant une partie de la population au bord du chemin. Et nous rappeler qu'il y a un pays au monde, celui de Descartes, où il y a un examen considéré comme le nec plus ultra de la scolarité, où un 13 en physique peut rattraper un 8 en français. Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui pourrait justifier cette aberration? Au nom de quoi un 13 en physique peut-il rattraper un 8 en français ou l'inverse? C'est quand même extrêmement étrange. Imaginez qu'on applique ça à la formation professionnelle, par exemple. C'est-à-dire que le plombier qui sait déboucher très bien n'aurait pas besoin de savoir souder, il pourrait rattraper sa note en soudure par une bonne note en débouchage. C'est un plombier, c'est sûr, que vous hésiteriez à faire venir chez vous en cas de panne. Mais celui qui rattrape son 7 en français par un 13 en physique, il va à l'université, ce qui n'empêche pas ceux qui défendent le baccalauréat, parce que c'est un examen sérieux qui vérifie les compétences des élèves, de se plaindre de la baisse extravagante du niveau en français à l'université, parce que quand même c'est triste, et c'est vrai. Mais c'est forcé que ce soit triste, puisque par le système des coefficients et la mise en place systématique de la débrouillardise à la place de l'autonomie, notre système d'évaluation est devenu une grande loterie. Alors oui, je pense qu'il faut revoir l'évaluation en profondeur
Et je pense en particulier qu'il faudrait s'inspirer, vous savez, de quelque chose. On dit les gens qui sont ça sont des révolutionnaires dangereux. Non, non, moi je retournerai au passé, là, pour le coup. Pas à Guizot, qui, entre nous soit dit, on le fait passer pour le fondateur de l'école de la République. Il était un peu républicain, comme moi je suis pape. Hein. Bon. Mais revenons pour l'évaluation aux compagnons du Tour de France au Moyen-Âge. Revenons à cette forme de l'évaluation qui est la seule rigoureuse, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre est cette maquette fantastique qui permet à la main de traduire en quelque sorte les modèles de la pensée et qui fait que quelqu'un franchit une étape en réalisant une épreuve, au beau sens du mot épreuve. Et à partir de là, est considéré comme ayant effectivement fait un apprentissage essentiel, grandi à la fois en liberté et en compétence. Alors oui, promouvons une évaluation par les chefs-d'œuvre, non pas une évaluation qui baisse les bras devant les mauvaises notes, mais une évaluation qui ne s'y résigne jamais et qui permet à chacun de progresser en permanence pour atteindre des chefs-d'œuvre dont il puisse parfois être fier. Être fier. Si tous nos enfants pouvaient de temps en temps être fiers de ce qu'ils font à l'école, ce serait vraiment très bien. On dit souvent, et c'est devenu un lieu commun, les élèves ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas motivés. Moi, j'ai l'habitude de renverser l'affirmation et de dire les élèves ne sont pas motivés parce qu'on ne les a jamais fait réussir pour certains d'entre eux, ou si peu. Parce que rien ne démotive plus que l'échec, que le sentiment de devoir et de toujours échouer. Et quand on est dans l'échec, on organise son propre échec. Et on bâcle son travail. Parce que c'est quand même moins humiliant d'avoir 4 sur un travail bâclé que d'avoir 5 sur un travail où on a passé des heures. Quand on a 4 sur un travail bâclé, au moins on peut dire « je l'ai fait exprès ». Et d'une certaine manière, on en tire fierté. Comme le dit Philippe Jamet, nous sommes là dans des comportements que les pédopsychiatres connaissent bien, les comportements de ces jeunes qui mettent toute leur énergie à réussir la seule chose qu'ils savent qu'ils vont pouvoir réussir, c'est-à-dire leur propre échec. C'est la raison pour laquelle il faut, et j'en suis profondément convaincu, redonner à l'évaluation sa vertu positive. Il faut partir de l'évaluation de ce que chacun sait faire et par une exigence au quotidien, au coude à coude, l'aider à accéder à ce qu'il peut faire de mieux. C'est un troisième et très important chantier. Il y en a d'autres, il y a celui de la formation des professeurs et des cadres de l'éducation. Il y a celui des relations entre les familles et l'école. Il y a celui, évidemment, et on en parlera peut-être si vous le souhaitez, des rythmes scolaires et de la place de l'école dans la cité. Tous ces chantiers, je fais partie de ceux qui se réjouissent qu'ils soient sur la table aujourd'hui, mais qui parfois s'attristent de voir qu'ils sont sur la table, mais que le courage manque pour aller au-delà du simple constat et pour imaginer des solutions nouvelles. Je conclus, puisque mon temps est terminé, en vous disant que je crois à la démocratie, mais je crois aussi que la démocratie est un régime infiniment fragile. Et je crois que la démocratie a besoin fondamentalement d'éducation. D'une éducation à la pensée, d'une éducation à la liberté, d'une éducation à la coopération, d'une éducation qui suppose des adultes debout, droits dans leurs bottes, capables de dire où ils vont et pourquoi ils y vont, qui suppose des adultes qui peuvent entendre ce que disent les enfants sans nécessairement les approuver, qui peuvent leur proposer
un certain nombre de choix à travers lesquels ces jeunes peuvent se réaliser et qui peuvent et qui doivent ne jamais se résigner à la fatalité, ne jamais se résigner à ce que quiconque ne soit exclu à jamais du cercle des humains. Voilà, merci de votre attention.